Guy de Lafortelle, bienvenue sur Weird Sauce et merci de prendre ce temps pour converser avec nous de sujets qui j'espère ne sont pas trop lourds. Et est-ce que vous auriez l'obligeance de vous présenter pour notre audience ? Bonjour Florence, j'édite un service d'information économique et financière qui s'appelle l'Investisseur sans costume et qui traite de beaucoup de questions économiques, financières, macroéconomiques et qui est en fait un service de vulgarisation économique et financière pour tout à chacun, pour les particuliers, pour les gens qui connaissent pas forcément au départ les petits méandres des systèmes financiers d'aujourd'hui. Alors déjà, il y a des petits mots, des trigger words comme on dit en anglais. Il y a des petits mots qui résonnent bien. Alors là, on est pour reprendre le contexte dans lequel on est à l'heure actuelle, on est dans une pandémie qu'on espère en voie de disparition, en voie d'extinction naturelle ou pas. Mais enfin, on est 2 ans dans un impact assez significatif pour la planète. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, en gros, on a vu des mots qu'on connaissait pas trop, des noms qu'on connaissait pas trop apparaître tout d'un coup et devenir des mots de maisons qu'on connaît très bien, comme Pfizer, comme Moderna, comme BlackRock, comme McKinsey, enfin ces mots-clés là qui appartiennent à d'autres sphères d'habitude, qui sont devenus des mots que tout le monde connaît, des mots référents. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est vous, du point de vue de l'analyse financière que vous avez faite, de l'influence des grands fonds de pension américains sur la finance française, avant qu'on rentre directement dans la crise. Dans quel état on était déjà à ce moment-là ? Parce que je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, est-ce qu'on peut commencer par ça ? D'un point de vue économique et financier, on était dans un état très préoccupant avant la crise. On a un peu oublié tout ce qui s'était passé en 2019. Il y a un peu un effet de saturation. On a oublié ce qu'il y avait avant. Mais à partir de l'été 2019, il y a des signes très préoccupants dans le système financier, à la racine des systèmes financiers, de dysfonctionnement et de crise à venir, des choses qu'on voit, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ce qu'on appelait les reverse repo et repurchase agreements, qui sont vraiment les moyens qu'utilisent les banques et les organisations financières entre elles pour équilibrer leur bilan tous les jours. À l'automne 2019, il y avait eu des signes très inquiétants, des inversions de courbes, des taux aussi. C'est des choses un peu techniques, mais on était dans une situation assez dramatique d'un point de vue financier avant la crise. Et on l'a abordé d'un point de vue économique et financier en homme malade. En Occident, de manière générale, mais le monde entier aussi, la Chine n'était pas tellement mieux. D'accord, donc parlons un petit peu de choses un petit peu plus techniques. Alors quand on dit ça, les fonds de pension américains, qu'est-ce que ça veut dire ? Et particulièrement les noms qui reviennent un petit peu dans toutes les affaires, on va dire pas les affaires au sens criminel, mais les affaires au sens important. Par exemple là, les grands groupes pharmaceutiques américains qui ont produit les vaccins qui ont été proposés en Europe et aux États-Unis bien sûr. Ces groupes pharmaceutiques, quel lien ont-ils, s'ils en ont un, avec le grand monde de la finance et des fonds de pension dont on a parlé à peine là ? Il y a probablement 2 éléments pour répondre à votre question. Donc le premier lien est bien évidemment un lien capitalistique. Les grands groupes américains sont détenus. Alors, le fonds de pension n'est peut-être plus le bon terme. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est produit depuis une dizaine d'années et qui était en gestation depuis une trentaine, qui est que depuis 10 ans, les actionnaires de contrôle de tous les grands groupes américains et d'une bonne partie des grands groupes occidentaux se sont concentrés dans un nombre incroyablement restreint de mains qui sont non pas les fonds de pension, mais les grands gestionnaires d'actifs
qui sont BlackRock, Vanguard et dans une moindre mesure State Street, qui sont les 3 plus grands. En 2008, ces gens détiennent à peu près, dans mon souvenir, 10 à 11% du S&P 500, qui est l'indice de référence américain. Aujourd'hui, on est au-delà de 22. Ça augmente, donc ça a doublé en une grosse dizaine d'années. C'est considérable. Et surtout, au-delà du fait que ça double, dans la manière dont fonctionnent les grands groupes américains, quand vous obtenez plus de 20% d'un contrôle, plus de 20% des actions et des droits de vote surtout d'un groupe, dans le monde anglo-saxon, c'est comme si vous en aviez le contrôle. Parce que vous êtes dans des actionnariats qui sont extrêmement dilués, extrêmement éclatés, et où en fait vous contrôlez un groupe avec ne serait-ce que 20% des parts, ça suffit. Donc vous avez aujourd'hui essentiellement 3 groupes, avec quelques-uns derrière qui suivent, qui vont contrôler, si vous ne prenez pas les 3 premiers, mais les 5 ou 7 premiers, ils vont détenir 25-27% de tout le S&P 500. En sachant que, bien évidemment, ces groupes sont normalement en concurrence entre eux, mais qu'ils ont les mêmes intérêts, ils ont les mêmes manières de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de... Je ne suis pas en train de dire que ces gens s'appellent et qu'ils sont en train de comploter. Je suis juste en train de dire que vous avez des intérêts convergents qui font que... Ce qui est assez... C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a eu au début de cette crise. C'est-à-dire que quand les vaccins sont arrivés, on nous a expliqué que, ah bah oui, c'était normal que Pfizer gagne beaucoup d'argent. Parce que c'était le capitalisme, c'était la concurrence. C'est eux qui avaient trouvé le vaccin, c'est eux qui avaient gagné. Et du coup, c'est normal que c'est eux qui récupèrent l'argent, c'est le fonctionnement capitaliste. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et qu'en fait, on se rend compte qu'au-dessus des entreprises comme Pfizer, Merck et au-dessus de tous les laboratoires pharmaceutiques, vous avez les mêmes actionnaires de contrôle et vous avez à la strate du dessus un système monopolistique qui s'est, depuis 10 ans, remis en place. Et en fait, ça impacte toute notre économie, tout notre fonctionnement. On est passé d'un fonctionnement capitaliste, libéral, de concurrence, à, en fait, un mode administré. Et ça se voit, alors ça, il faut creuser un peu, ça c'est pas forcément évident, mais quand on creuse, on se rend compte qu'il y a une forme de soviétisation du monde liée à la reconstitution de ces monopoles. Alors, encore un autre trigger word, un mot bien lourd, hein, la soviétisation. Alors, donc là, parlons de quelque chose qui remet les liens presque de manière non théorique ou qui ne sont pas théoriques, mais financières. Et posant la question de savoir, donc, si on prend un exemple comme Pfizer, ou Moderna à la limite en numéro 2 ou les autres derrière, AstraZeneca, Johnson et compagnie. Dans quelle mesure ce que vous venez d'expliquer a un intérêt de compréhension pour le public? C'est-à-dire dans quelle mesure on peut regarder ce que vous avez dit comme contexte, on peut regarder Pfizer et Moderna, on dit et alors qu'est-ce que ça peut représenter comme risque? Pourquoi c'est important de savoir ça? Et qu'est-ce que ça a pu jouer comme jeu pour savoir que ces produits-là sont les produits qu'on a à l'heure actuelle comme option? Alors, je me suis intéressé personnellement plus particulièrement à Pfizer. C'est un cas très intéressant de Pfizer. Pfizer, c'est une entreprise qui n'est pas en très bonne santé avant la crise, qui est prise en ciseaux parce qu'ils ont des revenus qui baissent depuis 10 ans. Et à la fois, donc vous savez, les groupes pharmaceutiques ont besoin de ce qu'on appelle des blockbusters. Ils ont besoin d'avoir quelques très gros médicaments qui vont leur apporter énormément de profit. Et Pfizer avait du mal à reconstituer son pipeline de produits, les revenus chutaient. Dans cet univers de revenus qui chutent, ils pouvaient devenir assez rapidement la proie à des OPA, à des rachats. C'est quand même des milieux de carnassiers. Et pour éviter ça, ils avaient besoin de défendre leur cours de bourse. Il me semble que dans les 5 ans, j'en suis pendant dans les 3 ans, de 2017, 2018, 2019, Pfizer a distribué davantage d'argent à ses actionnaires que leurs profits. Ils ont distribué plus que leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ce qui est une manière de défendre son cours de bourse, mais qui, bien évidemment, à long terme,
est absolument destructeur. Donc on avait Pfizer qui était dans une mauvaise position, des groupes pharmaceutiques en général, c'est-à-dire que pour les gens qui sont baladés un peu aux États-Unis, qui ont vécu là-bas, une pharmacie aux États-Unis, c'est flippant. Enfin, en France, on a l'habitude de choses qui ont l'air un peu sérieuses. Aux États-Unis, je vois encore les médicaments pour la digestion. S'ils vous vendent ça comme des bonbons, ça vous fait tomber l'image du laboratoire pharmaceutique qui est un truc de gens très sérieux qui travaillent très fort pour faire des choses très difficiles. Vous savez, j'ai vécu un peu dans une ville en Suisse qui s'appelle Bâle, qui est une grande ville pharmaceutique, et c'est très très drôle parce qu'on se rend compte que les labos pharma sont coupés en deux entre les chercheurs d'un côté qui effectivement font du travail qui peut être remarquable, et de l'autre côté les marketeurs, les RP, tous les spécialistes des affaires publiques et les lobbyistes qui sont une face absolument extraordinaire du monde de la pharma, et ces gens ne se parlent pas, c'est assez drôle. Mais bref, donc vous avez Pfizer qui est en très mauvaise situation, qui n'apporte pas, c'est pas eux qui font le vaccin, hein. Le vaccin il vient de BioNTech, eux ils prennent 50% pour en gros, c'est le péage. C'est le péage, et donc franchement quand tu y réfléchis 2 secondes, il n'y a aucune raison que Pfizer prenne ce péage-là. Ils ont apporté un peu d'expertise. Ils ont apporté une expertise de lobbying. Ils ont échangé des SMS dont on aimerait bien finir par avoir la teneur avec Ursula von der Leyen à Bruxelles. Mais il n'y a pas d'expertise pharmaceutique réel là-dedans. Donc ils ont pris, c'est un côté un peu mafieux. Et pour revenir sur BlackRock et les grands gestionnaires qui donc, comme dans toutes les boîtes du S&P 500, ont une situation de contrôle sur Pfizer, il se trouve que les mêmes Pfizer sont aussi, le même BlackRock sont aussi l'actionnaire de référence d'un groupe qui s'appelle Relix, anciennement Elsevier, qui est la société éditrice du Lancet. Et ça, normalement, c'est quelque chose, quand on y réfléchit 4 secondes, qui devrait être mais totalement impossible. Vous ne pouvez pas avoir une publication scientifique qui exerce une forme de contrôle sur ces labos pharmaceutiques qui a les mêmes actionnaires. C'est quelque chose qui est absolument nuisible et néfaste. Et je l'ai étudié personnellement sur ce qu'on avait... Enfin, personnellement, pardon, je l'ai étudié en profondeur sur ce qu'on a appelé le Lancet Gate, quand il y a eu ce bidonnage absolument extraordinaire. Une étude, c'est même pas qu'ils avaient bidonné l'étude, c'est qu'il n'y avait pas de chiffres. Ils ont tout bidonné. Ils sont partis de rien. C'est quelque chose, c'est du jamais vu. Et ça ne peut pas être expliqué autrement que par un énorme conflit d'intérêts qui se passe non pas au niveau du Lancet ou au niveau de Pfizer, mais au niveau du dessus, au niveau du propriétaire. Il ne faut pas oublier qu'on vit... Je sais que j'ai dit qu'on était en soviétisation, mais on est quand même dans un monde capitaliste. Et dans un monde capitaliste, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui détient le capital. Et ce capital, c'est extraordinairement concentré dans ces quelques mains qui, aujourd'hui, en fait, mais c'était déjà le cas en 2008, sont en train de capter la valeur ajoutée, sont en train de capter les richesses. C'est de manière très nuisible, c'est-à-dire que on est dans un système de mutualisation des risques, c'est-à-dire que les risques sont laissés à la force publique, et de privatisation des gains. C'est quelque chose qu'on a vu en 2008 se mettre en place, qui a été fait là de manière encore plus extraordinaire. Et dans toute la discussion, savoir est-ce qu'il était si raisonnable que ça de développer une réponse à cette crise qui soit à ce point centrée sur les vaccins, on peut se demander... Et à mon avis, c'est légitime. Un vaccin, c'est un centre de profit. Un hôpital, c'est un centre de coût. Et on peut se demander dans quelle mesure ces géants, BlackRock, là, à la fin de l'année, est passé à plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Le PIB de la France, c'est 2 500 en dollars.
Donc vous avez des gens qui ont 4 fois le PIB de la France en gestion directe, parce que Emmanuel Macron, il n'a pas le contrôle des 2500 milliards du PIB du pays. Il n'y a pas que lui. BlackRock ont ce contrôle. Et alors, souvent, on fait l'erreur de se dire que c'est de la gestion passive et que les gens vont utiliser les produits de BlackRock qui vont répliquer des indices, qui vont répliquer le S&P, qui vont répliquer le CAC 40 et que du coup, ces gens sont passifs et qu'ils n'interviennent pas. En fait, c'est tout l'inverse. C'est une erreur que tout le monde fait tout le temps, c'est de se dire, moi, quand je vais investir dans le CAC 40 dans son ensemble, plutôt que de choisir Total, Sanofi ou des titres, je vais aller acheter un produit qui aura été émis par une société comme BlackRock, ce qu'on appelle un ETF. Mais quand j'achète un ETF, je ne choisis pas spécifiquement d'investir ou de ne pas investir dans Pfizer, dans Sanofi, dans Total, dans ces grands groupes. Et BlackRock, qui est le gestionnaire, ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord avec la politique de Pfizer, donc je vais désinvestir ». Ils ne peuvent pas faire ça puisque leur mandat, c'est d'investir dans tout le S&P 500, c'est d'investir dans tout le CAC 40. Et du coup, ils ne peuvent pas avoir le poids historique, traditionnel de l'actionnaire, qui est que si je suis pas content, je me barre, je vais chez tes concurrents, et du coup, tu as intérêt à bien t'occuper de moi, parce que sinon, je vais aller voir ailleurs. Ils ne peuvent pas aller voir ailleurs, puisqu'on leur demande d'investir dans le S&P 500. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de s'impliquer. Ils sont obligés de s'impliquer dans la gestion de ces entreprises. Et c'est une erreur de croire que ces gens ne s'impliquent pas dans la gestion de ces entreprises, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, justement. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont développé récemment. Bien évidemment, quand vous êtes actionnaire, quand vous avez des milliers et des milliers de sociétés dont vous êtes actionnaire, ils vont pas décrocher leur téléphone tous les matins pour dire à chaque PDG ce qu'il doit faire. Mais il y a des systèmes qui sont extrêmement efficaces. Et quand on regarde la manière dont des gens comme BlackRock ou Vanguard votent aux assemblées générales depuis toujours, pendant très longtemps, ces gens se sont fait se contenter de voter pour les nominations dans les comités de direction. Du coup, c'était une manière assez simple, c'est de se dire, moi, je veux m'assurer que les gens qui arrivent au sommet de ces entreprises soient avec moi. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que si vous êtes quelqu'un... Vous êtes quelqu'un comme Albert Bourla, le PDG de Pfizer, il y a une dizaine d'années, au moment où il arrive à la porte de ces grands conseils d'administration, qui est une consécration pour ce genre-là. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont dû bosser peut-être 70 heures par semaine pendant 10 ou 20 ans pour y arriver, qui ont dû sacrifier beaucoup de choses, beaucoup de collègues, beaucoup de familles, et j'exagère pas quand je dis ça. Et là, tout d'un coup, vous arrivez à cette porte-là, et pour pouvoir arriver à votre conseil, pour éventuellement même devenir PDG après, il faut que l'actionnaire de contrôle dise oui. Et l'actionnaire de contrôle, c'est BlackRock. C'est BlackRock, c'est Vanguard, c'est State Street. Ce sont ces trois-là, essentiellement. Et si ces gens-là disent non, vous ne pouvez pas aller vous recycler chez Merck, puisque chez Merck, c'est les mêmes. Vous ne pouvez pas aller... votre carrière s'arrête là. Alors bien sûr, je pense qu'il y a plein de gens qui vont accepter que leur carrière s'arrête là, mais il y en a qui disent non, moi je veux. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez absolument pas. Personne ne connaît BlackRock. Personne ne sait comment fonctionne BlackRock. C'est quelque chose... On en a entendu parler en France pour la réforme des retraites. Mais personne ne comprend. Les gens pensent que c'est une banque, c'est pas une banque. Les gens ne savent pas trop. Alors qu'en fait, ces gens, aujourd'hui, ont un contrôle extrêmement puissant sur les entreprises américaines. Alors, aux États-Unis, c'est extraordinaire. Ils ont un contrôle, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Et en France, c'est quelque chose qui est plus indirect. La France, par sa structure, a résisté plus que d'autres pays à l'influence de BlackRock, mais c'est en train d'être changé, de rattraper. Et quand vous regardez ce qui s'est passé chez Danone, par exemple, qui se trouve avoir une structure capitalistique un peu à l'américaine très éclatée, ce sont des grands groupes américains, BlackRock et MFS, en l'occurrence, qui ont eu la tête du PDG de Danone. Excusez-moi, j'ai perdu son nom immédiatement. Je ne le retrouvais pas, pardon. Non, je ne le retrouvais pas. Et voilà comment ces gens, en fait, reconstituent des monopoles au-dessus de ce que beaucoup croient encore être une forme de capitalisme sauvage extrêmement concurrentiel.
Eh ben, écoutez, une question vient. Alors, on va faire juste une petite parenthèse que vous avez brièvement parlé du Lancet Gate pour les gens qui sont pas très au courant. Peut-être expliquer dans quelle mesure l'histoire du Lancet est hallucinante à la fois par le fait du prestige de cette publication et du mode de référence que cette publication avait avant cette crise, mais aussi expliquer par rapport à ça, quel serait l'intérêt, quel a été l'intérêt de contrôler l'information ou de contrôler le narratif scientifique avec l'histoire du Lancet Gate, et après on revient avec Pfizer. Alors spécifiquement sur le Lancet Gate, donc le Lancet fait partie des 3 très grandes publications médicales mondiales de référence. C'est une consécration d'être publié dans ces journaux-là. Alors ça ne veut pas dire que ces gens étaient tout blancs avant la crise. Hein. Si vous connaissez un peu le monde des publications, vous savez que ces journaux comme le Lancet ou le British Medical Journal, de temps en temps, laissent passer des études un peu bidonnées, des trucs un peu foireux. Il y avait déjà des liens d'intérêt entre les labos pharma et ces journaux. Toutes les personnes qui lisent ces choses-là le savent. De temps en temps, on voit passer des trucs, des énormités. Vous avez donné ça à des relecteurs un peu sympathiques qui laissent passer les choses. Là, c'est quelque chose d'encore différent qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis pas un professionnel de santé. Quand l'étude est sortie, il m'a fallu peut-être 20 minutes pour savoir que le truc était foireux. On a vu les exemples passer, c'est-à-dire que il y avait par exemple dans mon souvenir, ce qui sortait, c'était qu'il y avait plus de décès comptabilisés dans l'étude, de décès Covid qu'en Australie, que ceux qui étaient rapportés en tout par les services. En France, ils avaient fait des statistiques ethniques sur les malades français. Alors qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on n'a pas le droit de les faire, on ne les fait pas. Et vous avez comme ça tout un tas de choses comme ça. Si vous connaissez un peu, si vous avez l'habitude de lire des trucs, non, c'est pas possible ça. Il fallait encore une fois une demi-heure pour s'en rendre compte. Et on s'est rendu compte d'ailleurs à la suite de ça que la société qui avait prétendument fourni les données. Donc, pour revenir, excusez-moi, je vous m'avez demandé de réexpliquer, j'ai oublié le départ, c'était une étude sur l'hydroxychloroquine la chloroquine. Excusez-moi, j'aurais dû recommencer par là, qui était, donc on est au tout début, on est au mois de juin, donc au début de la crise, et on est à un moment où les Chinois utilisent massivement la chloroquine et l'hydroxychloroquine, avec de l'azithromycine aussi. On a le protocole Raoult en France, qui s'est fait lui aussi l'apôtre de ce traitement. Et donc, il est revenu dessus, Raoult, au début janvier, en disant, avant l'étude du Lancet Gate, la moitié des médecins en médecine de ville prescrivaient de l'hydroxychloroquine à leurs patients atteints du Covid. Du jour où l'étude du Lancet paraît, il n'y a plus personne. Les médecins arrêtent de prescrire de l'hydroxychloroquine. Les études qui étaient lancées sont arrêtées. Tout est gelé. En France, spécifiquement, la prescription d'hydroxychloroquine, c'est compliqué les autorisations en France, mais elle est extrêmement restreinte. Puis relâché ensuite, mais en fait, le mal a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont restreint la prescription avec énormément de publicité. En revanche, quand ils ont réautorisé, là, ils l'ont dit à personne. Et du coup, donc vous avez cette étude du Lancet qui prétend que l'hydroxychloroquine, c'est même pas qu'elle serait inutile, c'est qu'elle est néfaste. C'est-à-dire que vous avez plus de risques de mourir si vous prenez de l'hydroxychloroquine que si vous prenez rien du tout. Et ça, il est absolument avéré que c'est faux. On peut avoir énormément de discussions sur l'efficacité réelle ou pas de l'hydroxychloroquine. C'est quelque chose, c'est des conversations qui peuvent aller à l'infini, savoir si c'est efficace ou pas. Après, il y a des choses qui sont assez simples. Si vous prenez le taux de mortalité à Marseille, a priori, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais si vous prenez une politique dans sa globalité, la réponse du l'IHU a été meilleure que celle de tous les autres, à peu de choses près, en tout cas au début. Après ça, les choses ont quand même diffusé. Et il n'y a pas, bien évidemment, pas que
l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Mais la réponse plus générale du professeur Raoult, qui était de dire il faut traiter le plus vite possible et s'occuper des malades, on le sait aujourd'hui, était la bonne réponse. Et ça, c'est très problématique, en fait, parce que si vous acceptez ça, vous n'avez plus besoin de vaccin. Si vous dites, c'est les deux, il y a deux énormes sujets sur lesquels d'ailleurs on ne peut pas parler sur YouTube, dont on ne peut pas parler sur YouTube ou sur Twitter. Il y a deux sujets sur lesquels on se fait shooter en quelques secondes, c'est les traitements précoces et les effets secondaires, qui sont les deux sujets, si on les laisse sortir, éventuellement, on peut enlever toute crédibilité ou intérêt au vaccin. Et ce sont deux sujets qu'on ne peut pas débattre. Ce qui est un énorme problème. Si vous voulez, et c'est pas être complotiste que de dire qu'il faut pouvoir débattre de ces sujets de traitement précoce. Surtout que cette étude a été fabriquée. Le Lancet Gate, l'étude a été fabriquée. La société qui est prétendument a fourni les données de l'étude avait un auteur de science-fiction et une actrice érotique parmi ses directeurs. C'était un truc... ça avait été monté par un gars qui avait voulu commercialiser des pilules qui rendaient intelligentes 10 ans auparavant. Enfin, le truc, c'est une arnaque, mais c'est un truc de dingue. C'est quand on voit ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut se foutre de notre gueule à ce point ? Ça a marché, hein. Ça a marché. Et il a suffi, en fait, de cette espèce d'étude qui ensuite... il a fallu 15 jours pour que l'étude soit retirée. Ça a été à une vitesse, normalement, les études... Ça arrive assez régulièrement que les études soient dépubliées, mais c'est pas aussi rapide que ça. C'est quelque chose... C'est Richard Horton, le patron du Lancet, a écrit un livre sur le Covid, et c'est assez intéressant parce que sur cette affaire du Lancet Gate, à aucun moment il se dit « Oh, bah zut c'est qu'il doit y avoir un problème au Lancet, on a mal revu. Dans son bouquin, il dit on a fait une enquête sur la société qui a fait les données. À aucun moment il remet en cause cette histoire, et je pense qu'à aucun moment il la remet en cause parce que il y a effectivement pas de problème d'organisation au Lancet dans cette étude-là. C'est pas qu'il y a une erreur, c'est que le gars l'a laissé passer parce qu'il a des patrons au-dessus de sa tête, parce que quand on arrive à ce genre de responsabilité, il faut avoir... il faut être prêt à certaines compromissions. Et Horton est un grand scientifique, hein, c'est un grand patron de journal. Ça fait 20 ans qu'il est à la tête du Lancet. C'est souvent ce qu'on dit, c'est le proverbe anglais qui dit quand vous dînez avec le diable, il faut vous assurer d'avoir une très longue cuillère. Et probablement que quelqu'un comme Horton a cru qu'il avait une cuillère assez longue, et en fait non. Et c'est assez intéressant, le bouquin d'Horton, parce que il vient vous expliquer comme ça que vous avez un pouvoir extraordinaire de la science, et plus précisément des sciences biologiques, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de prendre le pas même sur le pouvoir politique, selon lui. Ce qu'il appelle une biocratie, parce qu'en France, on traduirait par biopouvoir, mais c'est pas la même chose, hein. Foucault, c'est encore autre chose. Mais bref, lui, il parle de biocratie, et il en parle pendant des pages et des pages, comme d'un truc qui est en train d'arriver. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Il a même l'air de s'en réjouir. Et à la toute fin de son bouquin, il sort quand même 2 phrases comme ça où il dit... Non, mais quand même, un scientifique, c'est pas moins corruptible qu'un politique, pardon. Ce qui est important, un scientifique n'est pas moins corruptible qu'un politique. C'est cette phrase-là, si on pouvait l'inscrire dans nos têtes. Et on est peut-être, en faisant ce transfert de pouvoir du politique vers des scientifiques, ou en tout cas des tenants de la science, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment encore des scientifiques, on est éventuellement en train de finir de détruire nos démocraties, puisque le pouvoir s'éloigne encore un peu plus des populations. Et donc, vous voyez, cette personne, on a un peu ça chez Attali aussi, des gens qui sont très intelligents, qui savent très bien ce qui se passe, qui savent très bien où ça mène, qui, je pense, par compromission, qui ont accepté des compromissions pour leur carrière, et se retrouvent à la fin de dire « Ah ben oui, c'est ça qui arrive, mais en fait, c'était pas ce que je voulais. »
Et c'est assez... Il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, des gens qui, par intérêt, conformisme, et qui se disent, bon, bah, si ça n'avait pas été moi, de toute manière, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et voilà, pardon, je me suis un peu égaré. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est juste que c'est un chemin qui n'est pas linéaire. C'est un chemin très sinueux. Donc, juste pour remettre une petite parenthèse, je pense que vous parliez d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, je vous remercie. Donc, chez Danone. Ça, c'est juste pour les auditeurs qui veulent aller chercher. L'histoire, elle est assez claire. Alors, donc, pour revenir au Lancet, donc, le contrôle du narratif, on voit que donc, dans les actionnaires de Lancet, j'imagine qu'on retrouve les mêmes acteurs de manière plus ou moins linéaire. On retrouve BlackRock, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouve aussi une toute petite boutique qui s'appelle Artisan Partners, qui est aussi à la manœuvre chez Danone. C'est-à-dire que, bien évidemment, BlackRock ne peut pas mener les attaques directement. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des gens qui ont quand même... qui ont quand même ils sont publics, c'est-à-dire que quand ils font des choses, on les observe, on voit ce qu'ils font, et puis c'est BlackRock, son PDG Larry Fink, tous les ans, envoie sa petite lettre à tous les PDG des entreprises dont il est actionnaire, c'est-à-dire beaucoup de monde, que... il faut faire du capitalisme inclusif, qu'il faut prendre en compte les gens les plus modestes, les baleines, qu'il faut se préoccuper d'écologie beaucoup plus. Donc ils peuvent pas faire ça d'un côté et en plus de ça mener une attaque contre Danone parce que le PDG de Danone fait une politique avec trop d'écologie, trop de préoccupations environnementales pour leurs revenus. C'est ça Danone, hein. Danone, il s'est fait virer parce que il a fait trop, mais sur tous les tableaux. Moi, j'ai parlé avec des employés de Danone qui expliquaient que Faber, il faisait monter à chaque conseil d'administration, il faisait monter des employés qui, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pas pendant 5 minutes, venaient parler de ce qu'il faisait au conseil d'administration. Il faisait des choses intéressantes, Faber. Je ne dis pas qu'il était parfait, il avait d'autres défauts par ailleurs, mais il a été viré parce qu'il rapportait pas assez de fric. Et donc, c'est des petites boîtes comme Artisan Partners qui vont à la bataille dans ces trucs-là. Et vous avez les mêmes chez BlackRock et Artisan Partners chez Relix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont montés au capital de Relix, BlackRock comme Artisan Partners, seulement à partir de 2018. Il faut bien savoir que BlackRock, la moitié est en gestion passive. C'est-à-dire que c'est pas eux qui décident. Ils ont 5 000 milliards sur de la gestion passive où ils ne décident pas de là où ils investissent, mais ils ont une autre moitié qui, elle, est en gestion active. Et là, ils peuvent décider d'aller prendre des parts dans un groupe ou un autre. Et BlackRock, spécifiquement, se met à monter au capital de Relix à partir de 2018. Donc là, on voit bien que bon, si on fait le raisonnement basique, par basique, je dis ce que je fais moi par exemple maintenant. Donc en fait, le Lancet sort que en fait l'hydroxychloroquine ou les traitements autres molécules, faut oublier. Donc en fait, ça soit Pfizer et compagnie, peu importe, mais Pfizer étant le premier cheval de course présent. Donc on va sortir sur ce cheval-là. Donc là, on contrôle le narratif, on fait des sortes d'influence indirecte, parce que si je me souviens bien, mais vous pouvez me corriger, je pense que notre ministre de la Santé, monsieur Olivier Véran, je pense qu'il avait interdit ou ils avaient trouvé un moyen d'interdire la prescription d'hydroxychloroquine, l'ivermectine, on n'en parle même pas, enfin tous les mots qui fâchent, là, les molécules qui fâchent. Le lendemain. Alors, c'est pas Olivier Véran lui-même qui autorise ou n'autorise pas, vous avez des comités. Le lendemain de l'apparition du Lancet, 2 jours plus tard, effectivement, Véran saute dessus et annonce que au ministère de la Santé, ils vont se plonger plus particulièrement là-dessus. Ce qu'il faut savoir sur l'hydroxychloroquine, c'est que c'était un médicament qui était en vente libre avant la crise et qui déjà est passé sur ordonnance juste avant le début de la crise. Quand je dis juste avant, c'est quelques semaines, mois. Je crois que c'est toute fin 2019 que ça passe sur ordonnance, première chose. Et au moment du Lancet, alors c'est compliqué, c'est-à-dire que on a tendance à simplifier en disant que ça a été interdit en médecine de ville. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on peut simplifier. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que l'hydroxychloroquine a été très sévèrement encadrée
à partir de l'étude du Lancet. Et ça a été réassoupli 2 ou 3 mois après. Mais ça n'a pas changé les comportements. Ce qui est vraiment important dans ce cas, c'est vraiment c'est une étude que c'est ce que le professeur Raoult en a fait état au mois de janvier. C'est de se dire, vous avez, de ce que eux ont pu observer, la moitié des médecins en médecine de ville qui prescrivent de l'hydroxychloroquine à leurs patients, du jour où l'étude du Lancet sort, qui est une étude bidonnée. Il n'y a rien de vrai dans le Lancet. Il n'y a pas un début, les chiffres sont faux. Tout est faux dans le Lancet. À partir du moment où cette étude sort, les médecins arrêtent de prescrire l'hydroxychloroquine et ça ne repart pas après. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment ça qui est massif. C'est-à-dire que vous avez... C'est quelque chose, c'est de l'intoxication. C'est rien d'autre. C'est pourquoi est-ce que vous avez des gens des médecins qui ont un comportement, que les comportements évoluent bien évidemment, et tout d'un coup vous avez cette fabrication, cette falsification, parce que c'est rien d'autre que ça, qui arrive, et tout le monde s'arrête. Bien évidemment, le truc est tellement énorme qu'au bout de 15 jours, on se rend compte quand même qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, mais pour autant, ça repart pas. Ah, c'est comme ça. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a donc à organiser une politique vaccinale extrêmement énorme, puisque à ce moment-là, on est dans une situation, on imagine que le ministère de la Santé doit passer des commandes. Donc jusqu'à quel point le fait de savoir qui détient ou qui a une influence significative sur ces groupes-là peut avoir un impact sur la politique vaccinale qui est choisie et qui après est mise en place. Et donc après, on discutera de qui a aidé à la mettre en place. Alors, il y a je sais pas, moi, je suis pas rentré sur cette question forcément par le qui. Alors, en Europe, le fait que la Commission européenne ait négocié des contrats qui ont fini par fuiter, qui sont des contrats absolument hallucinants, qui sont ni faits ni à faire, dans lesquels, avant même que les vaccins aient été commencés à produire, il y avait des engagements d'achat qui étaient absolument massifs, dans des conditions dans lesquelles la responsabilité de Pfizer et des laboratoires en général était pratiquement levée. Enfin, les conditions de ces contrats, et là c'est pas la France, c'est Bruxelles, sont inouïes. Moi je suis rentré là-dessus en fait, je suis rentré là-dessus le jour où Albert Bourla a annoncé qu'il avait son vaccin, qui devait être, c'était à l'automne 2020. Vous avez un lundi matin Albert Bourla qui passe sur toutes les radios, les télés et machin, et qui dit « C'est un grand jour pour l'humanité, c'est un grand jour pour la médecine, c'est un grand jour pour la science, ça y est, notre vaccin est prêt. » Ah bon. Ok. Donc là, on regarde et on se rend compte que il a dû publier un truc, il n'y a rien qui est publié ce jour-là. Il n'y a pas de la phase 3 est toujours en cours, c'est pas fini. Il n'y a pas d'actualité scientifique ce jour-là. Pourquoi est-ce que Albert Bourla vient dire que c'est un grand jour alors qu'il n'y a pas d'événement? Il n'y a pas d'événement. Même, on apprend aussi qu'Anthony Fauci a même pas eu les éléments. Il parle vaguement d'un rapport d'étape. Il y a un rapport d'étape, ça y est, c'est vachement bon, on est dedans. Bon, pourquoi? Et le lendemain, on se rend compte que Albert Bourla a vendu tout un tas d'actions, j'ai plus le montant, et surtout qu'il y a un grand plan d'actionnaires. Plein de grands actionnaires ont aussi vendu leurs actions le soir de cette annonce au plus haut. Ils ont réussi à vendre leurs actions à un moment absolument extraordinaire en faisant des profits considérables. Et il se trouve qu'aux États-Unis, vous avez une loi anti-corruption et anti-délit d'initié qui fait que quand vous êtes un grand actionnaire ou quand vous êtes le PDG ou un membre du comité exécutif de ces entreprises-là, vous ne pouvez pas acheter et vendre les actions n'importe comment. Vous êtes censé mettre en place des plans à l'avance qui font qu'à des dates déterminées à l'avance, selon des règles déterminées à l'avance, vous allez acheter ou vendre des actions automatiquement. C'est-à-dire que vous mettez en place ces plans, et si tous les premiers lundis du mois, tous les troisièmes mercredis du mois, le cours de bourse est monté à temps, descendu à temps, alors vous allez acheter ou vendre telle quantité d'actions. Ça, c'est une règle, et puis comme ça, vous mettez ça en place, vous y touchez plus, ça se fait automatiquement, et c'est censé limiter les délits d'initiés.
Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut se demander s'ils n'ont pas fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait son annonce spécifiquement le jour où les grands actionnaires et lui-même pouvaient tirer profit de cette annonce en vendant leurs actions au plus haut. C'est sûr que c'est ce qui s'est passé. Il n'avait pas d'autre actu, il n'y avait rien. Le plan en question avait été mis en place 6 mois auparavant. C'est pas un truc qui était là depuis 15 ans, c'était quelque chose qui était récent, donc vous arrivez déjà, vous rentrez, le gars vous annonce, Albert Bourla, ça y est, c'est un grand jour pour la science, il vous fait cette annonce-là le jour où il maximise son profit de l'actionnaire. Donc déjà, si vous voulez, ça commence bien. Donc ça, c'est la première chose qui fait que quand même, c'est jamais parti très très bien ce truc-là. La deuxième chose qui est, à mon avis, absolument essentielle, c'est les profits. Ces gens font beaucoup trop de profits sur ces vaccins. Moi, je me souviens, j'ai commencé, dès ce moment-là, j'ai commencé à regarder et je me souviens, en novembre, avant que les vaccins arrivent, je me disais, ils ont un potentiel de marge au minimum de 50%. Puis petit à petit, les chiffres sont tombés, puis finalement, on est à 90%. Quand vous avez une dose à 19 €, vous avez 2 € pour le coût du vaccin, le marketing, les affaires publiques. Je parle de tout, je ne parle pas juste de la production. Vous allez avoir 17 € de pure marge. C'est un truc de dingue. Et quand justement, si on était dans un système capitaliste de concurrence réelle, ça ne poserait pas de problème. Sauf que là, encore une fois, on a les contrats qui sont passés en avance, donc il n'y a pas de risque. Toute la R&D, à partir du moment où la crise arrive, toute la R&D est prise en charge sur fonds publics. Vous avez Warp Speed aux États-Unis, l'Allemagne a mis énormément aussi, et vous avez l'initiative COVAX. C'est les 3 grandes initiatives qui font que quand on regarde l'argent qui a été injecté, ça couvre les besoins de R&D de ces grands groupes. Donc ces gens n'ont pas de risque de développement, n'ont pas de risque industriel. Ces gens n'ont aucun risque. Ils ont un produit qui est financé sur fonds publics et qui est commandé à l'avance. Donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, je suis désolé. Il n'y a pas de raison de prendre un bénéfice là-dessus. C'est tout à fait malsain d'avoir ça. Parce que, encore une fois, un bénéfice doit récompenser un risque. Et on revient à ce problème qui, à mon avis, est fondamental dans le système actuel. C'est un système dans lequel les gens qui portent le risque ne sont pas ceux qui récoltent les bénéfices. On est en plein dedans, là. Et le problème de ces choses-là, c'est que non seulement donc, ces gens gagnent énormément d'argent, bon ça, éventuellement, s'ils sauvent des vies, pourquoi pas, mais le problème, c'est que ça leur donne des positions de puissance et de pouvoir qui sont extrêmement malsaines. Donc là, vous avez Pfizer qui, cet été, a recruté un ancien gros cadre de McKinsey, tiens donc, pour devenir leur responsable acquisition. Et du coup, là, maintenant, ils se sont fait leur trésor de guerre. Ils vont aller racheter tout ce qui est intéressant, tout ce qu'il y a. Et donc, vous avez cette concentration qui, au départ, vient qui est à l'étage supérieur, qui est en train de descendre. Et vous avez Pfizer qui est en train de prendre une position dominante sans avoir jamais fait quoi que ce soit pour le mériter. Scientifiquement, c'est pas eux qui ont développé le vaccin. Les bénéfices qu'ils font, ils le font sur un marché captif avec une R&D qui a été payée sur fonds publics. Il n'y a aucune raison qu'ils gagnent tout ce fric. Il n'y a aucune raison. Et quand bien même ils avaient fait leur vaccin à prix coûtant, tout ce qu'ils ont pu engranger comme connaissance depuis ce temps-là, ça arrive, on les voit bien, de l'ARN messager, pour les vaccins contre la grippe, et puis alors, vous savez, tout ce qu'on dit, c'est pas une thérapie génique, attention, c'est un vaccin, ça n'a rien à voir. N'empêche que quand vous regardez les rapports trimestriels de Pfizer et que vous voyez la petite timeline qui dit, voilà, ce qu'on a dans le pipe et les produits qu'on va développer, vous commencez par le vaccin ARN messager et vous finissez en thérapie génique. Donc je veux bien qu'on se dise qu'effectivement c'est pas exactement une thérapie génique, n'empêche qu'on y va tout droit.
Et du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est totalement dysfonctionnel. Mais c'est dysfonctionnel, on le voit. C'est dysfonctionnel même à un point de vue fondamental, à un point de vue même mathématique. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup intéressé à une époque de ma vie aux théories des jeux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces films sur John Nash et sur les gens. En théorie des jeux, qui est un petit peu la manière dont les personnes vont interagir entre elles, les systèmes dans lesquels celui qui prend le risque n'est pas celui qui recueille le bénéfice sont les pires systèmes. Vous ne pouvez pas avoir pire, parce que du coup, vous avez quelqu'un qui peut faire n'importe quoi, de toute manière, il recueille le bénéfice, donc il n'a aucune raison d'être vertueux. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un d'autre qui, lui, c'est l'inverse, quoi qu'il fasse, de toute manière, il se fait taper dessus. Donc au final, il n'a pas tellement plus d'intérêt non plus d'être vertueux. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux populations qui vont se mettre à avoir, de manière rationnelle, vont se mettre à avoir des comportements absolument inacceptables. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est la question de ce qui s'est passé avec nos laboratoires à nous. C'est-à-dire que l'histoire de BlackRock et de leur influence sur les laboratoires américains, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec les laboratoires européens et français ? C'est un problème de brevet. C'est parce que ça, c'est très rigolo aussi. L'ARN messager, ça vient de chez Pasteur, ça vient de chez nous, l'ARN messager. C'est pendant très longtemps, c'est des recherches qui ont été portées par des chercheurs et des scientifiques français. Alors, à une époque où on était d'un autre calibre. Je suis toujours étonné de ce qu'on a été capable de faire dans la deuxième moitié du XXe siècle et de tout ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui. Ça a été très vite quand même. Mais bref. L'ARN messager, c'est une question de brevet. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis à peu près sûr que Sanofi ne pouvait pas développer son vaccin à ARN messager parce qu'ils n'avaient pas les bons brevets pour. Et ça, s'il faut remonter, ça, on arrive dans des trucs très techniques, mais en fait, les brevets qui permettent d'aller développer ce vaccin sont détenus par la Fondation Gates. Donc là, vous avez encore, là vous remontez assez loin dans le délire là. Et on est encore dans des choses où on a énormément de concentration et où en fait vous avez un système de népotisme dans lequel c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui est le plus proche du robinet à liquidité, c'est celui qui est copain avec celui qui est et c'est une forme de soviétisation, c'est-à-dire que c'est plus du mérite, c'est du copinage. Qui passe par le truc. C'est marrant parce que les brevets, les systèmes de brevets, c'est quelque chose, on jure que par ça en Occident. On est probablement rentré dans une phase, ça a peut-être été utile à un moment. Je pense aujourd'hui dans une phase où nos systèmes de brevets sont extrêmement nocifs d'un point de vue de gain pour la société. C'est-à-dire que faut jamais oublier qu'une entreprise privée, moi j'aime bien répéter ça, une entreprise privée, ça doit faire deux choses. La première chose, c'est que ça doit avoir une raison sociale. Ça doit être utile à la société. Dit autrement, c'est que ça doit... il faut quand même que ça aide les gens. Et la deuxième chose, c'est que ça doit faire des profits. Et faire des profits, c'est très bien. C'est bien de faire des profits, parce que faire des profits, ça veut dire qu'on crée plus de valeur qu'on en consomme. Et d'un point de vue même écologique, ça veut dire qu'a priori, quand on fait des profits, c'est qu'on a bien utilisé la matière, que ce soit la matière grise, que ce soit la matière... on a bien utilisé les matières pour faire ce qu'on avait à faire. Donc ça, c'est très bien. Mais on n'a plus ça. On a perdu... Pardon, j'ai perdu mon fil. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, on parlait du rôle des laboratoires français. Du rôle des laboratoires français, pourquoi il ne s'était rien passé ? Et ils ne sont rien passés parce que donc, aujourd'hui, une entreprise comme Sanofi, qui aurait pu avoir un rôle utile dans cette crise-là, a été empêché de le faire pour des questions de brevets. Et donc vous avez aujourd'hui de plus en plus des blocages qui se font à des niveaux qu'on a du mal à percevoir, où en plus on a aujourd'hui une presse qui pour des bonnes et des mauvaises, non pas pour des bonnes, que pour des mauvaises raisons, est devenue quand même extrêmement médiocre. Je crois pas que ça a été très peu couvert, il fallait le chercher loin, que Sanofi a été empêché à cause de brevets. C'est pas paru. Moi, j'aurais pas trouvé ça bête qu'au moment, on a oublié cette conversation, mais au départ,
Il faut mettre les brevets. Il faut mettre les brevets sur la place publique. Et à chaque fois, mais on disait ça, il fallait mettre les brevets sur la place publique pour aller apporter des vaccins en Afrique, partout. Oui, en même temps, il y a une question de souveraineté aussi. Hein. Il y a une question de souveraineté et c'est quelque chose, ça fait toujours un peu ringard de vouloir être souverain. Ça fait un peu facho. Il y a quelque chose qui est important dans la souveraineté, c'est-à-dire que si vous voulez être maître de votre destin, si vous voulez pouvoir prendre des décisions justes et bonnes, il faut être en capacité de les prendre. Il faut être souverain. Si vous n'êtes pas souverain, c'est pas vous qui prenez les décisions et c'est pas vous qui êtes maître de votre destin. Et c'est des choses, on se rend compte en France de cette perte de souveraineté. On se rend compte qu'on n'est pas maître des médicaments. C'est des choses qui nous sont imposées. On n'est pas maître de nos réponses sanitaires. Le scandale McKinsey est extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez Olivier Véran, donc notre ministre de la Santé en France, qui vient à la radio dire heureusement qu'on avait McKinsey parce que c'est eux qui ont été capables d'affréter un train médicalisé avec des patients intubés en 48 heures, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est depuis quand un consultant de McKinsey sait faire ça ? C'est la trousse à outils du consultant. C'est la trousse à outils. On est tous d'accord, un consultant, ça sait tout faire parce qu'il aura toujours une méthode, un machin, un truc. Mais ils ont aucune expertise. C'est un truc. C'est des gens qui ne raisonnent qu'en soft skills et pas en hard skills. Là, j'ai été à des conférences avec des gens qui venaient m'expliquer que si je voulais réussir dans la vie, je devais avoir des soft skills. Je devais savoir parler, savoir manager, savoir faire. Mais que avoir des hard skills, c'est-à-dire avoir, dans mon cas par exemple, des compétences précises financières, économiques, ça servait à rien. Parce que il fallait être au-dessus de tout ça. Et donc McKinsey, c'est typiquement des gens qui ont que des soft skills, qui ont très peu de hard skills, voire pas du tout, qui n'en veulent pas parce que c'est difficile, c'est compliqué, c'est des investissements lourds, des hard skills quand même. Et donc vous avez Véran qui vient expliquer que heureusement il avait ça et qui s'est rendu compte le lendemain que ben non, en fait c'était les gens du ministère qui savaient faire ça, qui avaient fait avec la SNCF l'exercice 1 ou 2 ans auparavant et que c'est un truc de ma boule. On a perdu le contrôle de nos ministères et on a filé les clés à McKinsey. C'est un truc de dingue. Et vous avez le ministre qui, en commission d'enquête du Sénat, vient marcher sur les pieds de ses employés du ministère et, enfin, à mon avis, il a déjà signé son contrat chez McKinsey. Ces gens-là, moi, j'attends avec délectation de voir où ces gens vont se recaser, si possible un peu plus vite que plus tard, quand ils auront fini leur mission publique. On a déjà l'exemple de Madame Buzyn, on sait où elle est. Elle est où, Buzyn, déjà Je pense qu'elle est partie ou à l'OMS ou à la Fondation Gates. Mais en fait, oui. elle a un gros contrat de consultant, si je me trompe pas. Mais en fait, elle est pas en France, elle est pas traînée au Pôle Emploi. Je pense que ça, non, c'est assuré. Monsieur Véran, il sera peut-être un petit peu plus toxique et difficile à recycler, mais bon, ça, c'est pas sûr. Avant qu'on commence sur McKinsey, à mon avis, il va falloir faire un épisode sur McKinsey en entier. Ce que j'aimerais juste rapporter, c'est l'histoire des vaccins. Alors, revenir un tout petit peu avec les vaccins conventionnels, parce que moi, j'ai l'expérience de Singapour et de ce qui s'est passé avec la Chine. Donc, nous on a eu accès aux vaccins Pfizer, bien sûr, messager ARN, mais on a eu aussi en disponibilité les vaccins conventionnels de Sinovac, de Sinopharm. On n'a pas eu les vaccins Sputnik. Mais ces vaccins-là étaient disponibles, payables, alors que les autres étaient gratuits, mais ils étaient quand même disponibles. Donc en France, il me semble bien qu'il n'y a eu aucun vaccin chinois disponible. Donc vous lisez ça comment ? Comment je lis ça ? C'est même pas qu'il n'y a pas eu de vaccin chinois disponible. Spécifiquement sur le vaccin chinois, c'est purement de la géopolitique de base, qui est que Bruxelles s'est asservie aux États-Unis depuis 20 ans. Donc, on le voit encore aujourd'hui dans la manière dont nous gérons la crise ukrainienne. Bruxelles est une antichambre de Washington. Nous n'avons plus aucun poids géopolitique. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est-à-dire que quand vous avez M. Macron qui vient vous expliquer que l'Europe, c'est une souveraineté élargie, c'est une souveraineté augmentée, non, c'est l'inverse. Il n'y a pas de souveraineté à Bruxelles. Nous sommes l'antichambre des États-Unis, et il y a plein de raisons pour ça. Notamment, il y en a une qui est financière. Pareil, c'est pas comme on le sait, mais en 2008,
lorsque la crise des subprimes éclate, quelles sont les banques qui sont les plus exposées au marché immobilier américain? Ce sont les banques européennes. Et à ce moment-là, les banques européennes, dans leur ensemble, auraient dû faire faillite. Aujourd'hui encore, le système bancaire européen est en situation de faillite potentielle. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont non viables, ce sont des structures qui coûtent plus cher qu'elles ne rapportent d'argent de manière structurelle. Et donc, en fait, on a comme ça un espèce de secteur zombie qui est tenu à flot uniquement par les dollars américains. C'est-à-dire que ce sont des banques qui ont des dettes en dollars et donc qui ont besoin de se refinancer en dollars. Donc, la BCE peut strictement rien faire pour les aider. Et donc, le système entier ne tient que par le biberon américain, que par une forme de laisse. Alors, c'est une partie, si vous voulez. Vous avez d'autres parties après, si vous regardez les GAFA. Pourquoi est-ce qu'en Europe, vous n'avez pas de concurrents aux GAFA? C'est pas parce qu'on ne sait pas les faire. C'est parce que pourquoi est-ce qu'il y en a en Chine et pas en Europe? C'est des questions de souveraineté. Bref, et du coup, donc pourquoi il n'y a pas le vaccin chinois? Là, c'est une simple question ou Sputnik. C'est parce qu'il fallait pas. C'est nous. On est le marché américain. On prend le marché américain. C'est comme ça. Et après, de manière plus générale, je pense que c'est même pire que ça. C'est qu'il n'y a pas eu de vaccin conventionnel en France. Moi, j'ai eu plein de gens je connais plein de gens qui voulaient attendre, notamment pour leurs filles, d'avoir un vaccin conventionnel. C'est un truc dont on ne parle pas assez, mais moi, je trouve ça extraordinaire que dans le monde d'aujourd'hui, on n'ait pas le droit de parler des problèmes de ces vaccins sur les femmes et qu'on ne puisse pas réconcilier ça avec la réalité. Mais moi, je suis époustouflé par les problèmes que ça pose. Et quand on parle un peu autour de soi, c'est pas neutre, c'est pas rien. Et donc, moi, j'ai vu plein de gens qui attendaient un vaccin conventionnel. Et il me semble qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas accessible en France. Et ça, à mon avis, c'est lié plus simplement au ministère de la Santé français, qui a toujours été un ministère très autoritaire et qui décide, qui sait mieux que tout le monde. Pareil, c'est une forme de jusqu'au boutisme, on joue le bon élève. Faut pas oublier, si vous voulez, quand vous avez Ursula von der Leyen qui vient donner les bons points à Macron, c'est une petite vidéo il y a quelques semaines hallucinante dans laquelle vous avez Ursula von der Leyen, la bonne allemande, avec la bonne tête de l'emploi, pardon, faut pas faire sur le physique, excusez-moi, qui vient vous expliquer que la France a été une bonne élève, la France a fait ce qu'il fallait faire, alors nous allons donner l'argent à la France parce que vous l'avez bien mérité. Vous avez Ursula von der Leyen qui vient vous distribuer ses bons points dans une vidéo absolument lunaire. Si vous voyez bien un petit peu la relation, Macron joue au bon élève à Bruxelles, et jouer au bon élève, c'est pousser le Pfizer. Alors, pour finir cet épisode, parce que je pense qu'il faut faire un épisode pour des questions très importantes que je voulais aborder, on n'a pas le temps en 1 heure. Désolé. Mais je pense qu'il faut faire un épisode, donc après, sur le rôle de McKinsey et les connexions entre le rapport que la France, le gouvernement français a avec ses consultants. On les voit à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu des moments assez intéressants au Sénat et à la commission d'enquête du Sénat. Donc ça, il faudra en parler. Le lien avec potentiellement la digitalisation de l'argent et qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour les pions qui sont déjà mis en place par BlackRock et autres. Mais finalement, je voudrais aussi finir avec l'histoire de la pandémie, particulièrement dans cet épisode, et vous poser la question du silence total de la France sur l'origine du virus, dont apparemment on ne peut pas parler. Et est-ce que vous avez une opinion sur le fait que, en parallèle avec cette dépendance aux États-Unis que vous avez bien expliqué, il y a une autre dépendance avec le rôle qu'on a pu avoir avec la Chine et le laboratoire PK de Wuhan et Pasteur et autres acteurs, puisqu'il y a des photos, il y a des documents, enfin il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui ont travaillé pendant 2 ans sur la construction du laboratoire et l'implication de la France là-dedans. Donc la question qui se pose, c'est dans ce vide sidéral qu'on entend, on entend le vide sidéral parce que au point de vue du journalisme et au point de vue de la position de la France, moi j'ai strictement rien entendu sur mais d'où vient ce virus, à part l'origine zoonotique qui a été plus ou moins sortie par WHO. Depuis ça, on est quand même à plus de 2 ans. Personne ne discute de la réalité de l'origine du virus et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication par rapport à des risques géostratégiques avec la Chine.
Cette histoire d'origine du virus, c'est étonnant. C'est-à-dire que là, je nous en veux à nous-mêmes collectivement autant que j'en veux à nos autorités. Quand vous avez cette crise qui démarre à Wuhan en février-mars dernier, il y a 2 ans, pardon, c'est pas compliqué de savoir qu'à Wuhan, vous avez le seul laboratoire qui manipule ce genre de virus. À partir du moment où vous avez un virus qui apparaît dans une ville dans laquelle vous avez le seul laboratoire qui gère ce genre de virus, vous êtes en droit, légitimement, de vous demander si ce virus ne sortirait pas de ce laboratoire. Pas forcément de se dire que... Je suis pas en train de dire que vous avez Bill Gates qui a demandé aux Chinois de faire un virus avec Biomérieux, machin, et qui se sont dit, bon alors, le 7 janvier à 14h30, on libère le truc. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça, c'est Don't Look Up. En fait, c'est déjà fait par Netflix. C'est ça. C'est horrible Don't Look Up. C'est horrible Don't Look Up parce que c'est du détournement, parce que la physique est une science, et l'astrophysique est une science dure et sûre dans laquelle vous pouvez calculer effectivement à la seconde près le moment où votre comète va taper sur la Terre. La référence à l'écologie est totalement stupide parce que vous êtes dans une science molle et la comparaison est absolument pas possible. C'est-à-dire que si on savait, c'est prétendre savoir ce que l'on ne sait pas. On vit dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus dire je ne sais pas. On ne sait plus dire ce vaccin il marche pas, je sais pas trop en fait. J'ai peut-être pas le droit de dire ça en live. Bon, on va voir, hein. C'est une petite expérience. Mais on ne sait plus dire je ne sais pas, et on ne sait plus s'appuyer sur l'intelligence collective, et qu'il y a des choses, vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, vous avez besoin de 10 super ingénieurs, mais vous voulez savoir comment bien réagir à une situation type pandémique, paradoxalement, c'est même sûr en fait, une population saine et fonctionnelle réagira beaucoup mieux que 10 personnes dans un bureau. Systématiquement, sur des trucs, quand on est sur des choses molles, dans lesquelles vous n'êtes pas sur de la science dure, dans lesquelles vous n'avez pas des réponses évidentes, c'est toujours comme ça. C'était quoi la question d'avant, pardon? Wuhan, donc, parce que dans Wuhan, il y a beaucoup de choses. Il y a l'assistance technique, il y a la construction, il y a le financement de la recherche, il y a cette espèce on va dire, de l'histoire qui se déroule depuis 2017-2018, avec encore une fois, et même plus, mais encore une fois sur cette espèce... C'est 2010, hein. Voilà, mais surtout sur je vais dire entre guillemets, les collaborations scientifiques et le rôle, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé avec EcoHealth et le financement de NIH aux États-Unis, qui a donc fait, qui est aussi relié avec DARPA. Donc là, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du silence total de la France et de la position de la France depuis 2 ans, c'est-à-dire que je n'entends rien, ni on va faire une investigation, ni quel a été le rôle qu'on aurait pu jouer, est-ce que ce rôle est à remettre en question, ni est-ce que ces laboratoires P4 sont dangereux. S'ils sont dangereux là-bas, on peut rien faire, mais on peut au moins faire quelque chose en France. Où sont les laboratoires P4 en France? Et surtout, cette espèce de collaboration muette avec la Chine. Quel est le risque là, latent, académique, de propriété intellectuelle, de capture? Ça, c'est inaudible. Dans la mesure où il y a eu une intoxication massive sur le sujet, c'est difficile de savoir précisément. Ce qu'on sait, c'est que Biomérieux a massivement participé à P4 depuis 2010 au moins. Donc c'est des projets qui c'est pas des trucs qui se font en 4 jours. Hein. C'est des choses ça fait pendant 10 ans Biomérieux même du coup même 2008. Et ensuite, normalement, si on était dans une société à peu près fonctionnelle, quand vous avez une crise comme ça qui apparaît, vous mettez tout à plat. Normalement, dans la com de crise, vous jouez la transparence totale. Et c'est marrant, cette impression qu'on a de se dire « Ah mais oui, mais ils peuvent pas parler parce que si vous parlez, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, les gens vont se faire des films. » C'est l'inverse, en fait. Et ça, c'est quelque chose... J'ai travaillé dans la communication et j'ai fait de la com de crise dans une autre vie. La com de crise, si vous voulez vraiment la réussir et si vous voulez pas que ça vous pète à la gueule 2 mois, 2 ans ou 20 ans plus tard, faut être transparent
absolument transparent, et ça a été théorisé, ça a été mis en pratique, ça a été et donc normalement on aurait dû, c'est-à-dire que Biomérieux ait participé à l'élaboration d'un P4 à Wuhan, je suis pas forcément choqué. Enfin, je veux dire que même si vous voulez que le virus soit sorti de là et qu'il y ait eu un problème. De toute manière, c'est arrivé, c'est là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas refaire le match. Donc, mais que derrière, on n'ait pas eu les moyens de faire une commission d'enquête pour aller prendre les cadres de Biomérieux, de les faire venir devant l'Assemblée. Je m'en fous, moi, d'avoir Véran. Moi, c'est le patron de Biomérieux que je voudrais voir devant le Sénat. Qu'on n'ait plus la capacité de dire, écoute, mon coco, c'est Biomérieux quand même. Hein. Les gars, si on veut leur tordre le bras, on leur tord le bras assez facilement. Hein, alors, bien évidemment, je pense qu'au ministère de la Santé, ils savent très bien ce qui se passe. Ils étaient aussi dedans. Mais qu'on n'ait pas fait cette transparence-là est, à mon avis, criminel. Après, on sait pourquoi. Parce que quand vous faites ça, vous dites oui, en fait, vous êtes arrivé à un stade de collaboration où vous reperdez de l'efficacité. Le fait d'avoir les Américains, les Français, les Chinois, tout ce monde qui se mettent là-dedans, vous avez un truc qui redevient dysfonctionnel. Ça, c'est des choses qui sont assez standards. Hein. C'est-à-dire que quand vous cherchez à mettre des compétences en commun, pendant un moment, plus vous mettez de compétences en commun, plus vous allez gagner en efficacité, plus vous allez réussir à aboutir. Puis à un moment, quand vous mettez trop de choses en commun, c'est l'inverse qui se passe. Après, est-ce que c'est intéressant parce que ça fait quand même au moins 2 décennies qu'on parle beaucoup d'éthique et de bioéthique, et que je pense Montagnier avait sans doute raison, paix à son âme, quand il dit il y avait probablement des recherches de vaccins dans lesquelles on a manipulé des génomes de SIDA, des ARN du virus du SIDA, du HIV. Il avait probablement et qu'il a retrouvé des structures. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. On sait bien que Pasteur, on sait bien qu'il y avait des recherches. On a découvert en 2020 qu'il y avait des recherches où on transformait des virus pour essayer d'en faire des vaccins. Pourquoi ? Parce qu'un virus, le principe d'un virus, c'est de rentrer dans nos cellules et donc c'était une manière. On utilisait les virus pour rentrer dans nos cellules. Qu'ils ont fait ça derrière notre dos. C'est pas forcément très bien. C'est de manière plus générale, en fait, et ça, c'est quelque chose qui a probablement qui date d'après la Seconde Guerre mondiale, qui date de 1950, au moins. On est rentré, je sais plus quel sociologue disait ça. On est rentré depuis, on peut probablement aller même jusqu'à la Révolution française, dans une période où la science et l'innovation technologique a dépassé les populations. Elle ne se fait plus. C'est-à-dire que ce n'est plus la science et l'innovation technologique qui se met au temps des populations. Ce sont les populations qui doivent se mettre au temps des innovations technologiques. C'est fondamental, ça. Et c'est quelque chose qui vient de loin et qui est en accélération permanente. Et on est arrivé à un stade absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations doivent se soumettre à une forme de dictature technologique. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de très loin, depuis très longtemps, qui est que l'innovation, normalement, devrait se faire au temps des gens et pas l'inverse. Et ça, on pourrait en parler, en faire 4 autres épisodes. Et que là, typiquement, sur Wuhan, c'est pas ce qu'on a fait, parce que si je suis sûr que vous vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez que c'est normal et bien d'aller faire de la recherche sur des virus inactivés pour faire des vaccins ? La plupart des gens vous auraient dit non, pas sûr, non. Et ils auraient eu raison. Et ils ont eu raison. Donc c'est probablement moi le plus gros problème que j'ai, c'est ça. Après, dans le détail, oui, que tous ces gens-là se connaissent, tous ces gens-là se parlent, tous ces gens-là, oui, ça, on le savait avant, on le saura après. Je suis toujours étonné, c'est-à-dire que les gens pensent que les choses ne fonctionnent pas de la même manière quand on arrive très haut dans les échelles de décision, que ça se passe pas comme à leur niveau à eux. C'est ça. Mais en fait, si. En fait, c'est pas si différent. Vous avez les mêmes passions, vous avez les mêmes conneries, vous avez des gens qui vont peut-être être plus intelligents d'un point de vue formel, mais au fond, ils sont aussi cons que tout le monde, ils font les mêmes conneries, ils vont être capables, je vais être grossier, mais ils vont être capables de prendre des décisions avec leur bite plutôt qu'avec leur tête. Moi, je l'ai vu, c'est le nombre de décisions débiles qui sont prises. Voilà, il faut pas croire que ça se passe différemment. Il faut pas croire que ces gens se connaissent pas. Il faut pas croire qu'ils se parlent pas. Il faut pas croire qu'ils décrochent pas leur téléphone. Mais si on était à leur place, on ferait pareil, en fait.
Voilà. Espérons que peut-être pas, peut-être que certains feraient pas. Mais pour en finir avec cet épisode, et donc je me permets de vous inviter pour un épisode qui serait plus centré sur la dette, donc la monnaie digitale, et voilà, la monnaie digitale et le rôle de ces cabinets de consultants sur par exemple la finance et la situation de la France financièrement. Mais donc pour conclure cet épisode, j'aimerais que vous nous donniez comme à tous mes je demande ça à tous mes invités, une espèce de petite recette de vie qu'on appelle donc cette sauce étrange. Quelle est la sauce étrange que vous appliquez à votre vie pour pouvoir justement ne pas être submergé par la complexité et quelquefois un peu la sensation de vide qu'on a devant ces sujets aussi ahurissants et d'une échelle qui nous dépasse quasiment tous. Et donc, quelle est votre recette pour gérer ça et pour ne pas être coulé? La première chose, il me semble que la complexité est un ennemi. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière des fausses complexités, et qu'au fond, c'est plutôt s'attaquer à des choses difficiles. Il ne faut pas confondre difficulté et complexité. Moi, quand on me parle de complexité, bien sûr qu'il y a des choses qui sont très complexes, et quand on plonge dans les systèmes financiers, on arrive à des niveaux de complexité ahurissants. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui, par exemple, d'admettre une perte de souveraineté, d'admettre une paupérisation. La France est en voie de paupérisation. Mais moi, je le vois à la génération de mes parents. C'est-à-dire que quand les gens nous disent « mais il faut avoir encore de l'espoir, ça va aller mieux, ça ira mieux demain », la difficulté, c'est de dire « non, ça va peut-être pas aller mieux ». Et en fait, paradoxalement, je vous dis ça, c'est très personnel, c'est-à-dire que le fait d'abandonner une espèce d'espoir qui est un peu une forme de drogue, de se dire, de toute manière, foutu pour foutu, déjà, ça n'empêche pas de vivre. Ça n'empêche pas d'être heureux avec ses proches, ça n'empêche pas d'être heureux parce qu'on va se promener 1 heure dans la nature. Au contraire, c'est-à-dire que ça permet éventuellement de retrouver des choses plus simples, plus saines. Oui, c'est ça, au contraire, quand on est face à des murs ou ça qui font flipper, on redevient simplement heureux de tenir la main à sa femme et d'aller se promener. Quand on le peut. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une phrase de Bernanos qui dit l'espérance, c'est le désespoir sans cesse surmonté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est peut-être dans une société où l'espoir fait mal. C'est ce qu'on dit, le sale espoir, ça c'est dans Anouilh. Ce sale, et à un moment, faut arrêter. C'est-à-dire que les choses sont comme elles sont, c'est pas bien, c'est pas mauvais. Elles sont là. Moi, j'aimerais bien vous dire que Pfizer, ils sont là pour nous et qu'ils ont l'intérêt de notre santé à tous avant celle de leur profit. C'est faux. Je peux rien, c'est comme ça. Et non seulement c'est faux, mais en plus... oui, c'est une entreprise dans un système capitaliste. Ils sont là pour optimiser leurs profits. C'est comme ça. Donc vraiment, la chose, c'est de se détacher. Et ensuite, à mon avis, et c'est là où c'est de faire ce qu'on a à faire. D'arrêter de se dire, d'arrêter d'agir par calcul, d'arrêter d'agir. Et à un moment, comme vous dites, quand on est face à des situations terribles, quand on n'a plus d'espoir, il reste en fait le terrain moral d'une certaine manière. C'est très réac ce que je vais dire, mais j'y crois beaucoup. C'est qu'il y a un moment quand on n'a plus d'espoir. Et quand j'ai plus d'espoir, je crois fondamentalement à l'espérance en revanche. C'est de se dire que au bout de la nuit, il y a quand même une autre aurore. Mais il faut aller au bout de la nuit pour ça. Et que l'autre aurore, elle arrive peut-être justement au moment où on a déposé tout ce qui était artificiel pour revenir au réel, au fond des choses, aux choses simples, et où on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on nous demande parce que quelqu'un nous dit de le faire, on ne le fait pas. Et ça, je pense que tout le monde sait au fond ce qu'il a à faire et que c'est une découverte qu'on a à faire chacun en nous-mêmes.
Et moi, je sais très bien qu'à chaque fois que je me suis planté, à chaque fois que j'ai pris des très mauvaises décisions dans ma vie, c'est des moments où je me suis pas écouté, où j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je suis désolé, c'est très con comme phrase, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de vertu à un moment à se dire, peu importe ce qui se passera, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Guy de Lafortelle, merci. Et donc, j'espère que vous accepterez notre invitation pour un Take Two. Bah écoutez, avec grand plaisir, merci beaucoup. Je suis honoré de votre accueil. Voilà, et puis on pourra discuter de manière un petit peu plus prononcée et spécifique sur la finance, parce que je pense qu'à la clé de tout ça, il y a bien sûr l'argent et le pouvoir. Moi, c'est par là que je suis rentré. Voilà. Et donc, merci encore. Et j'espère que ça a ouvert des portes et donné l'espérance dans une petite lumière, même si on est au milieu de la nuit à l'heure actuelle. Merci à vous. Merci à vous. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.